Est-ce que vous êtes déjà posé la question: j'ai de l'argent et j'aimerais bien investir, mais je ne sais pas où ni dans quoi, et j'aimerais bien investir, mais dans quelque chose de pas trop risqué. J'aimerais bien investir, mais j'aimerais pouvoir aussi rester serein, puis pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Bien évidemment, le risque zéro en investissement, il n'existe pas. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule d'investissement qui me plaît tout particulièrement, et je parle de l'ETF, que l'on nomme également Exchange Traded Fund. Désolé pour mon anglais. On commence directement avec la table des matières. On va voir les sujets qu'on va parcourir durant cette vidéo. On va voir l'introduction aux ETF, comment fonctionnent les ETF, les types d'ETF disponibles, comment choisir un ETF et les stratégies d'investissement. Et on terminera bien évidemment avec la conclusion. Et on démarre avec l'introduction aux ETF. Donc, qu'est-ce que c'est les ETF? Les ETF, ce sont des fonds qui sont négociés en bourse et qui combinent les caractéristiques des actions et des fonds communs de placement. Un ETF, c'est un panier d'actifs qui regroupe des actions, des obligations, des matières premières, etc. et qui réplique la performance d'un indice sous-jacent comme le S&P 500 ou encore le Nasdaq ou des indices sectoriels ou géographiques spécifiques. Les ETF, ils se négocient en temps réel sur les marchés boursiers comme des actions individuelles. Ça signifie que leur prix, il va fluctuer tout au long de la journée en fonction de l'offre et de la demande. Les points à retenir ici, ça va être la facilité de transaction, la facilité d'achat et de revente. Parce que comme une action, un ETF il peut être acheté ou vendu à tout moment durant les heures de marché, ce qui va nous offrir une grande flexibilité. La deuxième chose qu'on peut retenir ici, ça va être la diversification. Un seul ETF, il peut nous offrir une exposition à un large éventail d'actifs, ce qui va nous permettre de pouvoir diversifier nos portefeuilles sans avoir à acheter chaque actif individuellement. La dernière chose qu'on peut retenir ici, ça va être le coût qui est souvent réduit. Les frais de gestion des ETF, ils sont généralement plus bas que les fonds communs de placement actif car la gestion, elle est souvent passive pour les ETF car elle se contente simplement de suivre un indice de référence. On continue avec l'histoire des ETF. Donc les ETF, ils ont vu le jour au début des années 1990 et le premier ETF américain qui va répliquer l'indice du S&P 500 que vous connaissez certainement, c'est celui qu'on nomme le SPY. Il a vu le jour et il a été lancé aux États-Unis en 1993. Ce produit, il a été conçu pour offrir aux investisseurs une manière plus facile et surtout moins coûteuse d'investir dans l'ensemble des 500 plus grandes entreprises américaines qui sont représentées par le S&P 500 et ce premier ETF, il a quand même rencontré un franc succès puisqu'il a ouvert vraiment la voie, il a donné naissance à d'autres ETF qui sont basés sur divers indices boursiers ou encore sectoriels et même géographiques. Et depuis, l'industrie des ETF elle a connu une croissance qui est exponentielle. On compte aujourd'hui des milliers d'ETF qui couvrent quasiment tous les segments du marché financier, y compris des actifs alternatifs comme les matières premières, l'immobilier et même des stratégies d'investissement spécifiques comme le smart beta, les ETF inversés ou encore à effet de levier. On en parlera de tous ces ETF un petit peu plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire des ETF? C'est que il y a quand même une rapide évolution. D'un seul ETF en 1993 à plus de 8000 ETF aujourd'hui à travers le monde. La deuxième chose qu'on peut retenir ici, c'est la croissance des actifs sous gestion. Les ETF, ils ont attiré des milliards de dollars d'actifs, ce qui montre d'un côté leur popularité, et c'est une popularité qui est croissante auprès des investisseurs institutionnels et même auprès des investisseurs particuliers. Et la dernière chose qu'on peut retenir également ici, c'est l'internationalisation. Les ETF, ils ne sont plus uniquement un phénomène américain, mais ils sont désormais présents sur presque tous les marchés boursiers mondiaux. Alors du coup, pourquoi investir dans des ETF? Les ETF, ils sont populaires pour plusieurs raisons, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux investisseurs, que ce soit des plus débutants ou professionnels aguerris. La première chose ici, ça va être la diversification immédiate. En effet, investir dans un ETF, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet d'obtenir une exposition à un large éventail d'actifs avec une seule et unique transaction. Par exemple,
en achetant un ETF qui suit l'indice MSCI World, donc les actions du monde entier, eh bien, une personne, un investisseur, il peut obtenir une exposition à des milliers d'actions de sociétés de différents secteurs et pays. La deuxième chose, ça va être les frais de gestion réduits. En général, les ETF, ils ont des frais de gestion plus bas que les fonds communs de placement, surtout s'ils sont gérés de manière passive. Et ça, c'est dû au fait que l'objectif principal des ETF, c'est de répliquer un indice plutôt que de le surpasser, ce qui va nécessiter moins d'intervention de la part des gestionnaires de fonds. Le troisième point, ça va être la transparence. Les ETF, ils sont souvent plus transparents que les autres types de fonds car les actifs sous-jacents, ils sont généralement publiés quotidiennement, ce qui va nous permettre de savoir exactement dans quoi on va investir. Et si vous vous renseignez sur des ETF, il y a toujours des PDF qui vont vous indiquer l'historique, la performance historique, qui vont vous indiquer le nombre d'actifs sous gestion, le nombre de sociétés et même les noms des sociétés dans lesquelles vous allez investir en achetant un ETF. Le quatrième point, c'est la liquidité, la capacité d'acheter et de vendre des ETF en temps réel sur les marchés. Ça offre une liquidité qui peut être supérieure à celle des fonds communs de placement qui, elles, ne se négocient qu'une seule fois par jour. Et pour terminer, on a accès à divers marchés et stratégies. Donc les ETF, ils vont nous permettre d'accéder à des marchés ou des stratégies qui pourraient être difficiles à atteindre autrement, comme les marchés émergents, les matières premières ou encore des stratégies spécifiques comme le suivi d'un indice sur la volatilité. On continue ici avec comment fonctionnent les ETF. Donc on va voir toute la structure d'un ETF et la structure d'un ETF, elle se repose sur 3 composants clés qui sont les actifs sous-jacents, l'indice de référence et l'émetteur de l'ETF. On va commencer avec les actifs sous-jacents qui sont les actions, les obligations ou d'autres instruments financiers que l'ETF y détient pour reproduire la performance de l'indice de référence. Ensuite de ça, l'indice de référence, lui, il vise à reproduire la performance d'un indice en particulier. Ça peut être un indice boursier comme le S&P 500, le Nasdaq ou un indice sectoriel ou un indice en matières premières ou un autre indice. Et ensuite, on a l'émetteur de l'ETF. Lui, c'est l'entité qui va créer l'ETF, qui va le gérer, qui va gérer toutes ces opérations. Comme on a BlackRock, on a Vanguard, on a State Street. Et l'émetteur, il va s'assurer que l'ETF il suit son indice de référence et il va gérer la création et les rachats des parts de l'ETF. Alors, c'est quoi le principal objectif de l'émetteur de l'ETF ? Eh bien, le principal objectif, ça va être de suivre au plus près l'indice de référence. Par exemple, ici, on a enfoncé le S&P 500 qui est l'indice de référence et en plus clair, on a le SPY qui est l'ETF qui va répliquer la performance du S&P 500. Donc, par exemple, si l'indice, comme le S&P 500, il réalise une performance de 5% sur un mois, l'émetteur, il va viser à atteindre également 5% de performance sur le mois sans faire moins. Par contre, il ne va pas chercher à en faire plus, il ne va pas prendre de risques pour en faire plus, mais parce que son objectif principal, ça va être de répliquer la performance et non de surpasser son indice de référence. En revanche, si le S&P 500, par exemple, il perd 3% sur un mois, l'émetteur il va également chercher à limiter ses pertes à moins 3%. Mais par exemple, s'il va réaliser une performance de moins 2%, il aura considéré qu'il aura fait une bonne performance puisqu'il aurait fait moins pire que son indice de référence. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le S&P 500 qui est enfoncé, il a une certaine courbe et le but d'un émetteur, ça va être simplement de suivre cette courbe foncée le plus proche possible sans avoir trop de disparité, sans avoir trop d'écart. Okay ? On enchaîne maintenant avec la réplication des ETF. Donc il existe principalement 2 types d'ETF en fonction de leur méthode de réplication. On a les ETF à réplication physique qu'on va voir tout de suite ici et on a les ETF synthétiques qu'on verra juste après. Donc pour définition, un ETF à réplication physique, c'est un ETF qui va acheter toutes les composantes de l'indice de référence dans les mêmes proportions que l'indice. Par exemple, un ETF qui va suivre l'indice du S&P 500, il va acheter des actions des 500 entreprises de cet indice-là. On va imaginer tout ça pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Donc, imaginez que vous soyez derrière votre écran et que vous vouliez aller acheter un ETF. Donc la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est ouvrir la plateforme de votre courtier.
D'accord? Et sur cette plateforme de votre courtier, eh ben, vous avez à disposition plusieurs véhicules d'investissement. Et nous, ce qui nous intéresse, par exemple, on a envie d'acheter un ETF qui réplique le S&P 500 et on veut acheter du SPY. Donc, on va rechercher dans la barre de recherche le SPY. On va trouver le SPY ainsi que son émetteur qui est le State Street. Okay? C'est le SPDR S&P 500. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire, cet émetteur, pour pouvoir avoir créé cet ETF? Et ben, il aura acheté tous les actifs que détient le S&P 500. Il détient tous ses actifs. Ok? A contrario, les ETF synthétiques, eux, ils n'achètent pas directement les actifs sous-jacents de l'indice. Au lieu de ça, ils vont utiliser des produits dérivés comme des swaps pour reproduire la performance de l'indice de référence. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est un swap? Un swap, c'est un contrat dérivé financier entre deux parties. On a l'émetteur de l'ETF et généralement, c'est une banque ou une institution financière. Et ce contrat, il va permettre de reproduire la performance d'un indice sans posséder directement les actifs sous-jacents de l'indice de référence. Je m'explique un petit peu mieux. En termes d'échange de performance, dans un swap, l'ETF et la contrepartie, ils conviennent d'échanger les performances de deux actifs différents. L'ETF, il va verser à la banque, donc l'émetteur, il va verser à la banque la performance d'un portefeuille de référence qu'il aura constitué, mais qui, rappelez-vous, il peut être constitué d'autres actifs que ceux de l'indice qu'on cherche à reproduire. Et en échange, la banque, elle va verser à l'émetteur de l'ETF la performance de l'indice qui est ciblé. En procédant ainsi, on aura quand même une réduction des coûts et une simplification en termes de gestion, parce que cette méthode, elle va permettre à l'ETF de répliquer la performance de l'indice sans acheter directement, que ce soit les actions, les obligations qui composent l'indice de référence, ce qui peut être coûteux ou compliqué à gérer, surtout dans le cas des indices qui comprennent des centaines, voire des milliers de composants, ou encore que ce soit des actifs qui soient moins accessibles. Alors oui, on peut se dire, c'est super en fait, parce que l'émetteur, il a une certaine liste d'actifs dans son portefeuille de base, et quoi qu'il arrive, la banque, elle va verser à l'émetteur ce qu'il faut pour que notre performance, elle soit celle du marché. Alors, effectivement, ça se passe comme ça dans les grandes lignes, mais il y a quand même un risque, et ici, c'est le risque de contrepartie. C'est l'inconvénient majeur de l'utilisation des swaps, c'est le risque de contrepartie, parce que ça signifie que si la banque ou l'institution financière, elle ne pourrait pas honorer son contrat swap, par exemple si elle fait faillite, et dans ce cas-là, l'ETF, il ne pourrait pas recevoir la performance qui est attendue, ce qui pourrait fortement nous impacter. Pour résumer un petit peu tout ça, les swaps, c'est des contrats qui permettent aux ETF synthétiques de reproduire la performance d'un indice sans posséder directement les indices sous-jacents, en échangeant les performances entre l'ETF et une contrepartie financière. Je vais encore une fois vous imager le cas dans deux exemples différents. Imaginons que l'émetteur, il parvienne avec son portefeuille de base à faire une performance qui est inférieure au S&P 500. Dans ce cas-là, ce sera la banque, donc la contrepartie, qui va verser à l'émetteur de l'ETF, donc à l'ETF qui va reverser X% pour revenir à l'équilibre afin que la performance de l'ETF synthétique réplique au mieux la performance de l'indice qui est ciblé. Maintenant, imaginons que l'émetteur avec son portefeuille de base ait une performance qui soit supérieure à celle du S&P 500, donc à l'indice qui est ciblé. Et dans ce cas-là, ce sera l'émetteur de l'ETF qui devra verser des sous à la banque. Je vais à nouveau imager les choses pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Ok, donc on va dire que l'émetteur avec son ETF synthétique, il va tenter de répliquer un indice de référence qui est le S&P 500. Je vais vous présenter deux cas. Donc imaginons pour le premier cas que l'ETF synthétique avec son portefeuille de base fasse une performance qui soit inférieure à celle du S&P 500. Dans un cas comme ça, ce sera la contrepartie, donc la banque, qui devra verser X% à l'émetteur de l'ETF pour que justement l'ETF synthétique réplique au mieux
qui reviennent à l'équilibre pour qu'ils répliquent au mieux le S&P 500. Et dans le cas où le portefeuille de base de l'émetteur de l'ETF synthétique fait une performance qui est supérieure à celle de l'indice de référence, donc le S&P 500, ce sera cette fois-ci à l'émetteur de devoir verser une contrepartie, de devoir verser des sous à la banque. On continue maintenant avec les types d'ETF disponibles. Donc ici, on va voir plusieurs types d'ETF. Je vous ai mis des ETF comme exemple avec par moment la description de l'ETF. Ça n'a rien en des conseils d'investissement, c'est simplement pour l'exemple et que vous voyez que les ETF dans lesquels je parle, ils existent réellement. Ok ? Donc les ETF, ils sont diversifiés et conçus pour répondre à une variété d'objectifs d'investissement. Et moi, je vais vous présenter les principaux types d'ETF qui sont disponibles sur le marché et chacun ayant des caractéristiques et des objectifs spécifiques. On commence avec les ETF sur indice ou les ETF d'indice large qu'on peut appeler également parce que ces ETF, ils suivent des grands indices globaux ou nationaux qui offrent une exposition diversifiée à des marchés entiers. Par exemple, le SPY ici qui va suivre l'indice du S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. On a le QQQ qui lui va suivre l'indice du Nasdaq ou on a encore le MSCI Europe qui lui va suivre toutes les actions européennes. On continue avec les ETF sectoriels. Donc eux, ils vont cibler des secteurs spécifiques de l'économie tels que la technologie, la santé, l'énergie, la finance et j'en passe. Par exemple, un ETF comme le XLK, il va suivre les entreprises du secteur de la technologie, le XLV, les entreprises du secteur de la santé et le XLE de l'énergie. Ensuite, on a les ETF géographiques. Ces ETF, ils se concentrent sur des pays, sur des régions spécifiques comme les marchés émergents avec le EEM ou on a encore le EWJ pour l'Asie. Et on termine avec les ETF par style. Donc ces ETF, ils vont suivre des indices qui sont basés sur des styles d'investissement spécifiques comme des actions de croissance ou de valeur. Ici, on a IJS qui va suivre les entreprises de petite capitalisation, IJJ qui vont suivre les entreprises de moyenne capitalisation. Je vous ai mis un petit encadré ici de State Street. Donc c'est un émetteur d'ETF où on peut voir tous les ETF qu'ils ont disponibles chez eux qui vont suivre un style d'investissement et on peut voir ici les petites, les moyennes capitalisations, les valeurs de croissance, de valeur et même les dividendes. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien où vous pourrez télécharger ce PDF de State Street. Et on continue avec les ETF sur les obligations. Donc le premier qu'on a, c'est les obligations d'État. Donc ils suivent des indices composés d'obligations émises par les gouvernements comme les bons du trésor américain ou encore les obligations d'État européennes. Ici, on peut voir qu'on a l'ETF GVI qui va justement suivre les obligations d'État. On continue cette fois-ci avec les obligations d'entreprise. Donc ces ETF, ils vont investir dans des obligations qui sont émises par des entreprises allant de la dette de la société bien établie à des obligations à haut rendement qu'on peut également appeler des junk bonds. Okay, ici, on a deux exemples d'ETF. On a les SLQED et on a les USHY. On continue avec les obligations à court, moyen et long terme. Donc cette fois-ci, ces ETF, ils vont se concentrer sur des obligations ayant des échéances spécifiques qui vont nous permettre justement de gérer l'exposition au risque de taux d'intérêt. Puis ici, on peut voir qu'on a un exemple avec un ETF qui me plaît tout particulièrement, que j'utilise dans le cadre d'une stratégie qui est le TLT. Ok, et on termine avec cette fois-ci les obligations internationales. Et ces obligations internationales, elles vont nous permettre d'accéder à des marchés obligataires étrangers qui nous offrent une diversification géographique. Ce n'est pas fini, il y a encore des ETF sur les thématiques et des ETF ESG. Je vais vous dire tout à l'heure en quoi ils consistent. Et donc des ETF par thématique, ça va simplement cibler des entreprises dont les produits et services ils vont stimuler quelque chose. Donc par exemple ici, on a l'énergie propre, le CNRG, ça va cibler les entreprises dont les produits et services stimulent l'environnement dans le secteur de l'énergie propre. Ça va comprendre les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, géothermique ou encore hydroélectrique. Et je vous ai mis un second exemple ici, le HAIL, qui lui est à la thématique des transports intelligents et cet ETF, il va cibler les entreprises dont les produits
et services stimulent l'innovation derrière le transport intelligent. Ça comprend les domaines de la technologie des véhicules autonomes et connectés ou encore des drones utilisés pour les applications commerciales ou encore civiles. Ok ? Et puis, ici, je vous ai mis, comme tout à l'heure, une petite liste de State Street. Vous pouvez voir un petit peu tous les ETF qu'ils ont dans les diverses thématiques. Et ensuite, pour terminer, on a un ETF ESG. Donc, qu'est-ce que ça signifie ESG ? C'est environnement, social et gouvernance. Donc, ces ETF, ils se concentrent sur des entreprises ayant des fortes notations ESG qui vont permettre aux investisseurs justement de s'aligner sur des valeurs environnementale ou sociale. D'accord ? Et ici, comme exemple, on a le USCL. Donc ça, c'est un ETF qui va viser à reproduire la performance d'un indice qui est composé de grandes et moyennes entreprises américaines. Et elles sont sélectionnées en fonction de leur engagement dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Évidemment, les critères de sélection, ils sont très stricts et pour cet ETF, ça inclut une intensité actuelle des émissions, des objectifs de réduction des émissions, la gestion des risques climatiques et encore les revenus issus d'activités vertes. On arrive maintenant sur des ETF où je pense que je n'ai pas besoin de faire l'explicatif parce que vous le comprendrez assez facilement. C'est des ETF un petit peu plus particuliers, c'est les ETF à effet de levier ou des ETF inversés. Donc les ETF à effet de levier, ils ont pour objectif à chercher à amplifier les rendements quotidiens d'un indice. Par exemple, un ETF à effet de levier 2 fois sur le S&P 500, il va tenter de doubler les mouvements quotidiens de l'indice. Et ici, pour les exemples, j'ai le UGL qui a un levier x2 et j'ai le TQQQ qui a un levier x3. Donc par exemple, si le gold aujourd'hui, il fait plus 2%, vous, si vous avez cet ETF, vous en ferez plus 4 puisqu'il va doubler votre performance. Et puis si vous avez cet ETF qui a ici, qui lui réplique la performance du Nasdaq, bien évidemment, si le Nasdaq il fait moins 1%, ça va malheureusement dans les deux sens. Donc s'il fait moins, s'il fait moins 1%, vous allez faire moins 3%. Ok ? Et pour les ETF inversés, cette fois-ci, leur objectif à ces ETF, c'est qu'ils visent à inverser la performance d'un indice. Par exemple, si l'indice du S&P il va baisser de 1%, vous, avec cet indice, vous inversez tout ça, puis votre performance, elle sera de plus 1%. Et comme les leviers, on peut inverser en x1 ou bien en x3. Par exemple, ici, on voit qu'on a le Ultra Pro Short S&P 500. Imaginons que le S&P 500, aujourd'hui, il fasse moins 3%. Vous, si vous avez cet ETF, vous faites 3 x 3, vous faites plus 9%. Ok ? On termine maintenant avec des ETF qui sont un petit peu plus sophistiqués. Donc, ce sont des ETF Smart Beta. Qu'est-ce que c'est le Smart Beta ? Ça regroupe des stratégies qui créent des indices de manière différente des indices traditionnels. D'accord ? Je m'explique. Au lieu de suivre des indices qui sont basés sur la capitalisation boursière, les indices Smart Beta, ils appliquent des règles ou des filtres spécifiques comme sélectionner des actions avec un rendement de dividendes élevé ou encore une faible volatilité. D'accord ? Ils peuvent aussi ajuster le poids des actions en fonction de ces critères. L'idée est que même si le marché est généralement efficace, il existe des petites inefficiences qui sont exploitables de manière systématique. On commence avec la première stratégie Smart Beta qui est le momentum. Donc avec cet ETF, cette stratégie, elle consiste à choisir les titres ayant récemment bien performé et à éviter ceux qui ont eu de mauvaises performances, en se basant sur l'idée que les titres performants, ils ont tendance à continuer sur leur lancée et inversement. Ok ? La deuxième stratégie, ce sera sur la volatilité. Donc cette stratégie, elle va consister à sélectionner des titres avec une volatilité inférieure à la moyenne du marché. Donc dans la théorie, ça doit être un ETF qui ne doit pas trop mettre vos émotions à rude épreuve puisque la volatilité doit rester plus ou moins stable. Pour la stratégie suivante, on a une stratégie qui est basée sur les dividendes. Donc cette stratégie, elle vise à sélectionner des titres offrant un rendement élevé en dividendes ou une croissance régulière des dividendes. Donc cet ETF, il va sélectionner, il va rechercher des entreprises qui ont soit un dividende qui est
assez élevée, soit une croissance selon les entreprises où la croissance du dividende, elle est stable, elle est régulière et puis elle augmente chaque année depuis X temps. Voilà, ils ont plusieurs critères, mais ils sont basés là-dessus. Et on termine avec la dernière stratégie qui est la taille. Donc on peut voir qu'ici avec cet ETF spécifique qui est size, qui veut également dire taille en anglais, cet ETF, il investit dans des actions américaines de plus petite capitalisation au sein de chaque secteur. Une stratégie basée sur la théorie selon laquelle les plus petites capitalisations, elles peuvent offrir de meilleurs rendements ajustés au risque par rapport aux actions de plus grande capitalisation. Donc là, on a parcouru un petit peu tous les types d'ETF et bien évidemment, vous avez vu que les ETF, ils offrent une vaste gamme de choix pour répondre à divers besoins et stratégies d'investissement, que ce soit pour une exposition générale au marché, des investissements ciblés dans des secteurs ou des thèmes spécifiques ou encore des stratégies plus sophistiquées avec des ETF inversés à effet de levier ou comprenant des stratégies smart beta. Ok ? On continue maintenant à comment choisir un ETF. Donc on va avoir plusieurs critères de sélection. C'est des critères de sélection que j'estime essentiels et que j'utilise moi-même pour choisir mes ETF. Donc choisir le bon ETF pour un portefeuille d'investissement, ça nécessite quand même une analyse approfondie de plusieurs critères. Tous les ETF, ils ne sont pas créés égaux et il est crucial de comprendre les différents aspects qui peuvent affecter la performance et la pertinence d'un ETF par rapport à vos objectifs d'investissement. Le premier critère qu'on va voir, c'est l'AUM. Donc l'AUM, c'est le Asset Under Management, qui n'est rien d'autre que la taille des actifs sous gestion. Donc l'AUM, il va nous indiquer la popularité et la liquidité d'un ETF. Les ETF avec un AUM élevé sont généralement plus stables et moins susceptibles d'être fermés par l'émetteur et offrent de meilleurs prix d'achat et de vente, réduisant les coûts de transaction. C'est pourquoi moi je vous conseille de privilégier des ETF avec au moins 500 millions d'actifs sous gestion pour des investissements long terme. On peut voir que le SPY, lui, il a plus de 550 milliards d'actifs sous gestion. On peut aller même le voir sur le site de State Street. Donc vous voyez, je suis ici et puis on est bien avec le SPY et puis vous pouvez voir le AUM, le Asset Under Management, et on est à plus de 550 milliards d'actifs sous gestion. Ok ? Le deuxième critère qu'on va avoir ici, puis c'est pas un critère à négliger, c'est le TER. Donc c'est les frais de gestion, le Total Expense Ratio, c'est le ratio des dépenses totales qui représente les frais annuels que l'émetteur il va prélever sur l'ETF pour couvrir ses coûts de gestion. Donc par exemple, si les frais de l'ETF ils sont de 0,10%, simplement 0,10% de la valeur de votre investissement par an vous sera prélevé. D'accord ? C'est pour ça que moi, je vous conseille, pour éviter que ça nuise à votre rendement, de ne pas choisir des ETF qui sont supérieurs à 0,20% de frais de gestion. D'accord ? Il y en a suffisamment sur le marché. Il faut que vous fassiez vos recherches, mais regardez typiquement le SPY, on a 0,09%. On peut même le voir ici. On peut voir ici, on est à 0,09, un tout petit peu plus, mais on est à 0,09%. Donc voilà, les frais de gestion, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. On continue avec le troisième critère qui est la liquidité, les volumes. Donc la liquidité d'un ETF, elle fait référence à la facilité avec laquelle on peut l'acheter ou le vendre sans affecter son prix de marché. Donc moi je vous conseille de privilégier des ETF avec des volumes de transactions élevés et des spreads acheteurs-vendeurs qui soient étroits. Les ETF moins liquides, ils peuvent entraîner des coûts de transactions plus élevés et des difficultés lors des opérations d'achat ou de vente. Imaginez que vous ayez un ETF qui soit pas trop liquide et puis que depuis un certain temps il bouge pas trop, mais vous avez un petit peu de plus-value et vous vous dites bon ça y est, cette fois j'ai envie de le liquider, j'ai un tout petit peu de plus-value, je ramasse un petit peu mes gains. Et imaginez que vous vouliez le vendre à ce prix-là et que par exemple vous pourriez pas, puisqu'il n'y a pas suffisamment de liquidité, on vous propose que de le vendre à un prix inférieur et du coup ça vous donne pas la performance avec laquelle vous vouliez la vendre, parce que simplement comme il n'y a pas suffisamment de liquidité, il n'y a pas de contrepartie qui peut vous acheter votre ETF. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important d'avoir des volumes de transactions quotidiennes qui soient tout de même élevés et puis une liquidité qui soit quand même assez importante pour pouvoir ne pas être embêté lors des opérations d'achat ou de vente. On peut même aller jeter un petit coup d'œil sur les graphiques. Vous voyez que pour le SPY, on a plus ou moins 50 millions de transactions quotidiennes qui se font
par jour. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez énorme. Donc on sait que le SPY il est vraiment liquide. J'ai mis une petite courbe bleue ici, donc qui sera représentée par ces chiffres en bleu ici et qui vont nous indiquer les transactions qu'on a en moyenne ces derniers jours. Donc là on peut voir qu'on tourne autour des 50 millions. Et puis on peut voir que par journée ça fait 42 millions, 52, 42, 60 millions, donc c'est plutôt stable. C'est ce genre d'ETF qu'il faut vraiment essayer de repérer. D'accord. Si je vais sur un ETF un petit peu moins liquide, ça ne veut pas dire qu'il est pas bon, il est un petit peu moins liquide. D'accord. Je vais aller sur le CNDX. On peut voir qu'ici, en termes de volume, on est déjà beaucoup plus bas. Et puis en moyenne, on est dans les 9, 10, on est dans les 10 000 cette fois. On est dans les 10 000 transactions en moyenne journalière. D'accord. On peut voir qu'ici, on a 23 000, 18, 12 000, 7 000. Donc voilà. Voilà un petit peu la différence entre un ETF qui est vraiment liquide et puis un ETF qui est un petit peu moins liquide, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. On a juste regardé le volume des transactions, il faut aller voir un petit peu plus en profondeur, voir un petit peu qu'est-ce qu'il propose sur le site de l'émetteur. Et pour mon dernier critère de sélection, il faut regarder la performance historique. C'est vraiment très important, il faut sélectionner des ETF qui ont une performance positive sur du long terme et privilégier les ETF avec une ancienneté, en tout cas je dirais de plus de 5 ans pour vraiment avoir un petit peu d'historique et savoir comment ça s'est comporté, s'il y a de la croissance. Voilà, c'est vraiment des critères que je regarde qui sont importants. Puis bien évidemment on peut voir que le SPY lui, ça fait depuis 1993 qu'il est présent. On continue maintenant avec les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Je vais dans un premier temps vous expliquer la différence entre ces deux ETF et ensuite on passera aux principales différences un petit peu plus détaillées. Donc les ETF capitalisants, les dividendes qui sont perçus par cet ETF, ils sont directement réinvestis dans le fonds, ce qui va augmenter la valeur des parts de l'ETF sans que nous, on reçoive le dividende en espèces. A contrario, un ETF distribuant, les dividendes qui sont perçus par cet ETF, ils nous sont distribués sous forme de paiement en espèces réguliers, souvent trimestriellement ou annuellement. On continue maintenant où on va voir un petit peu plus en détail les principales différences entre les ETF distribuants et capitalisants. Ok, donc en résumé, le choix entre un ETF capitalisant et un ETF distribuant, ça va dépendre principalement des objectifs financiers que vous avez. Les capitalisants, ils sont là pour la croissance et le long terme et surtout l'efficacité fiscale, et les distribuants pour le revenu immédiat. Donc, en termes de gestion des dividendes, les capitalisants ils vont réinvestir automatiquement les dividendes, ce qui va augmenter la valeur des parts, et les distribuants ils vont verser les dividendes aux investisseurs. Par contre, ceux qui reçoivent les dividendes, ils seront imposés. La deuxième principale différence, c'est l'impact de la performance. Les capitalisants, ils profitent de l'effet de capitalisation, ce qui va augmenter potentiellement les rendements sur le long terme, et les distribuants, eux, les rendements, ils sont directement versés, ce qui peut ne pas bénéficier de la même croissance composante. Et la principale dernière différence, ça va être la fiscalité. Pour les capitalisants, les gains ils sont taxés uniquement lorsque vous vendez des parts, c'est-à-dire lorsque vous vendez votre ETF, vous serez imposé à ce moment-là. Tandis que pour les ETF distribuants, les dividendes reçus ils sont généralement soumis à l'impôt chaque année ou à chaque fois que le revenu il est versé. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, ce sera les stratégies d'investissement. Donc, les ETF sont des outils flexibles qui peuvent être intégrés dans diverses stratégies d'investissement allant de la gestion passive à des tactiques un petit peu plus sophistiquées. Je vais vous montrer un développement complet des différentes stratégies d'investissement que l'on peut mettre en œuvre avec les ETF. On va voir ici pour l'investissement passif, et à savoir toutes les stratégies que je vais vous montrer, ce sera toujours avec l'ETF SPY, d'accord? Donc cette approche, elle consiste à investir un montant dans l'ETF SPY et à le laisser croître avec le temps sans chercher à battre le marché, mais simplement à capter les rendements, à capter ces rendements tout en réduisant les coûts et la gestion, d'accord? L'ETF SPY qui lui réplique le S&P 500, il va nous offrir une exposition instantanée
et diversifié sans avoir besoin de sélectionner chaque action individuellement. On peut voir qu'avec un solde initial de 10 000 $, sur la période de 1994 à 2024, on arrive à un solde de 210 000 $. Et on a quand même une performance annuelle moyenne qui est légèrement supérieure à 10%. Par contre, le petit bémol ici, c'est qu'on a quand même un maximum drawdown de 50%. Donc le drawdown, c'est la volatilité, c'est l'écart entre le plus haut et le plus bas qu'a atteint le prix. Et là, il a atteint moins 50%. Donc ça, c'est vraiment le principal inconvénient de cette stratégie, c'est l'exposition aux corrections et aux cracks. Mais comme le marché boursier, il est structurellement haussier sur le long terme, on a quand même de bonnes probabilités de réaliser une performance positive. Donc voilà, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut qu'on soit investi sur du long terme, d'accord? Parce qu'on peut voir qu'on a quand même des corrections qui sont quand même assez sévères. Ici, on a la crise des subprimes, ici, on a la crise du Covid-19. Donc voilà, c'était d'une plus petite correction, mais une correction quand même. Et imaginons qu'on était plus ou moins à la moitié. Donc imaginons que jusqu'ici, votre portefeuille il avait atteint les 100 000 $, donc ce qui est vraiment super. Est-ce que vous auriez été capable de tenir en voyant votre portefeuille qui arrivait vers les 50 000 $? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, l'investissement passif, il faut plus avoir l'état d'esprit, c'est j'ai une somme d'argent, je l'investis dans un ETF et j'oublie cet ETF. Je reviens voir 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, et puis on regarde où est-ce que ça en est. D'accord ? La deuxième stratégie qu'on peut regarder, ce sera le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging qui signifie lissage des coûts d'acquisition. Donc le DCA, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à investir régulièrement une somme fixe dans un ETF, quel que soit le niveau des prix. D'accord ? Donc cette méthode, elle permet de lisser le coût d'achat au fil du temps et de réduire l'impact de la volatilité du marché. On démarre ici toujours avec 10 000 $, sauf que cette fois-ci, on décide d'investir 200 $ au début de chaque mois de bourse. D'accord ? Et puis on peut voir que comparé à la stratégie d'investissement passif, on arrive à la fin de la période de 94 à 2024 à 510 000 $, ce qui est vraiment plus du double que la stratégie de tout à l'heure, et on obtient une performance annuelle moyenne qui est légèrement supérieure que tout à l'heure ici à 13,68%. Et puis on peut voir qu'on a également un drawdown qui est réduit car le fait d'investir des sommes régulières chaque mois, ça permet de lisser le coût d'achat et de diminuer l'impact avec la volatilité. Alors évidemment, on était à moins 50 tout à l'heure, là on est à moins 48,83, c'est pas énorme, on est d'accord, hein, on a quand même subi des grosses corrections et je ne sais pas si on aurait même la tenue de voir notre portefeuille qui aurait baissé jusqu'à moins 40%. Donc voilà. Le conseil clé que je peux vous donner si vous souhaitez faire du DCA, si vous souhaitez investir des sommes régulières chaque mois, c'est la discipline. Soyez discipliné, si vous vous investissez là-dedans, soyez discipliné et chaque début de mois, vous mettez une somme d'argent dans un actif, mais restez discipliné. On passe à la stratégie suivante. Impossible que j'en parle pas parce que c'est une stratégie qui me plaît tout particulièrement. C'est la stratégie qui va inclure le momentum. Donc ici, on va regarder avec le momentum absolu. On va simplement calculer la performance de l'actif SPY sur une année. Si elle est positive, on va investir dans l'actif, et si elle n'est pas positive, on va simplement ici rester en cash. Toujours en partant de 10 000 $ d'investissement sur toute la période qui est légèrement plus courte que tout à l'heure, et on peut voir que le portefeuille du momentum absolu, il est à 226 000 $, tandis que le S&P 500, on est à 209 000 $. Avec cette approche, on parvient quand même à éviter les périodes de baisse, les périodes de crack, et on a quand même une performance annuelle moyenne qui est légèrement supérieure à celle d'un portefeuille statique, comme le S&P 500 qu'on a ici. On peut voir que les périodes basses, c'est toutes les périodes où le calcul a révélé que l'actif, il était négatif et qu'il fallait qu'on reste en cash. Donc on peut voir qu'ici, on n'a pas eu de performance puisqu'on est resté cash, on n'était simplement pas investi sur le marché. Mais le point clé que j'ai vraiment envie que vous reteniez ici, encore une fois, ça va être le drawdown. Le fait d'avoir un calcul de performance qui se fait sur une année, ça nous permet de limiter notre drawdown à un petit peu moins que 20% contre toujours les 50% pour le S&P 500. Donc là, on peut voir que c'est quand même une approche qui est assez
impressionnante puisque on parvient quand même à éviter toutes ces périodes de crack et toutes ces périodes de correction. Et je pense que les moins 20% quand on fait une stratégie sur le momentum, c'est quelque chose qui est normal et qu'il faut s'attendre un moment ou un autre. Ok ? Et on termine maintenant avec la dernière stratégie d'investissement, ce sera avec le momentum relatif. Donc là, j'ai un petit peu modifié les choses, j'ai sélectionné un ETF avec le SPY comme d'habitude, mais j'ai rajouté un ETF avec des petites capitalisations et un autre ETF avec les obligations. Et en fonction de la performance de chaque actif, je vais investir dans celui qui performe le mieux. Si le SPY et les petites capitalisations sont négatifs, je me tourne théoriquement vers les obligations. Ok ? Si les stratégies d'investissement avec le momentum, ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Vous pouvez aller la rechercher dans mes playlists, vous la trouverez facilement. On part toujours avec un capital de 10 000 $, on n'incrémente rien du tout par mois, on part vraiment des 10 000 $ et on reste avec ces 10 000 $. Ok, ça va simplement être les calculs de performance qui vont nous dire sur quel actif investir avec cette stratégie qu'on a ici. Et là, on peut voir que là, on a vraiment explosé toutes les performances avec une période qui est vraiment encore plus courte que tout à l'heure. On part de 98 jusqu'à 2024 et on peut voir qu'on se retrouve à la fin avec un portefeuille avec 817 000 $ pour la stratégie du momentum relatif contre 92 000 pour le S&P 500. Et on peut voir également que les résultats ils montrent une performance annuelle moyenne de un petit peu moins de 18% pour le portefeuille avec le momentum et un peu moins de 9% pour le S&P 500, d'accord ? Et puis là, on peut voir qu'au niveau du drawdown, on est à moins 33% pour le momentum relatif et on est toujours à moins 50% pour le S&P 500. À noter une chose, en 2022, c'était une année qui n'était pas très favorable pour la stratégie momentum. Et je tiens quand même à préciser que c'est la seule année sur toute la période où ce portefeuille il a affiché une performance négative. On passe maintenant à la conclusion, on va évoquer les différents points clés et on passera par la suite à des petits conseils que je pourrais donner aux débutants. Donc, les ETF, ce sont des instruments financiers qui offrent une diversification facile, des frais réduits et une liquidité similaire aux actions tout en vous permettant d'accéder à une multitude d'actifs. Le fonctionnement des ETF. Les ETF ils répliquent la performance d'un indice via une gestion passive ou synthétique et sont soutenus par un mécanisme de création et de rachat pour maintenir le prix proche de la valeur nette d'inventaire, donc de l'indice de référence. On a vu également les types d'ETF, donc il existe une grande variété d'ETF qui inclut les actions, les obligations, les ETF sectoriels et thématiques ainsi que des options plus complexes comme les ETF inversés et à effet de levier et Smart Beta. On a également vu comment est-ce qu'on pouvait choisir un ETF et chaque ETF nécessite une évaluation rigoureuse basée sur les frais, la liquidité, la performance historique et l'adéquation à vos objectifs d'investissement et la qualité de la réplication de l'indice. D'accord ? C'est vraiment un travail qu'il va falloir que vous fassiez si vous voulez investir sur des ETF. C'est vraiment important de regarder les différents critères, de voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez plus des ETF qui sont axés sur des thématiques, sur des styles, sur des secteurs, des actions, des obligations? C'est vraiment toutes des questions auxquelles vous devez vous poser et faire vos recherches en fonction des ETF qui sont proposés sur les marchés. Et pour terminer, on a vu les stratégies d'investissement. Donc les ETF, ils peuvent être utilisés dans diverses stratégies d'investissement, de l'investissement passif à des stratégies plus actives et de diversification de portefeuille, ok ? Et on va passer maintenant à quelques conseils pour les débutants, peut-être des conseils que moi j'aurais voulu qu'on me dise quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était investissement, à tous les actifs qu'on pouvait voir sur les marchés boursiers. Et c'est peut-être des choses que j'aurais voulu qu'on me dise, tout simplement, qu'on me dise voilà, regarde ici, fais attention à ceci, fais attention à cela. Mais voilà, donc moi c'est pour ça que je tenais quand même à vous donner mes petits conseils pour les plus débutants, ceux qui découvrent les ETF aujourd'hui. Et mon premier conseil, c'est commencer petit, mais commencer. D'accord ? Il n'est pas nécessaire de commencer avec une grosse somme d'argent. Même un investissement modeste et régulier dans un ETF à faible coût, il peut porter ses fruits sur du long terme grâce à la capitalisation des rendements. Vous avez vu avec l'investissement passif,
Rien qu'en partant avec 10 000 $, on arrive à obtenir plus de 200 000 $ sur X années. Effectivement, il ne faut pas s'attendre à des performances de fou et que ça grimpe directement. Il faut vraiment avoir un mindset qui pense sur du long terme. D'accord? Vous investissez et vous laissez faire le temps. C'est vraiment le temps, il faut voir vraiment ça sur 10, 15, 20 ans. Mon deuxième conseil, c'est les ETF qui sont larges et diversifiés. Prenez des ETF qui suivent des indices comme le S&P 500 ou des indices du monde entier. Ils offrent une exposition qui est diversifiée, puis ça offre quand même un bon équilibre entre le risque et le rendement. Mon troisième conseil, c'est attention aux frais. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Les frais, ils peuvent sérieusement impacter les rendements à long terme. Choisissez des ETF avec un TER qui est bas. Ok, vous avez vu sur le SPY, on est à 0,09%. Et sauf erreur, j'ai dû garder une page ici sur un ETF monde. Et vous pouvez voir ici Global Stock Market. Donc voilà, c'est un ETF global. On peut voir qu'il a un AUM qui est de 845 milliards également. Donc vous pouvez voir que les frais sont de 0,09 également. Donc il n'y a pas besoin de chercher vraiment des ETF qui soient compliqués, simplement des ETF qui soient diversifiés, qui soient liquides, et vous avez vraiment des frais qui sont réduits. Ok? Et mon quatrième conseil, ça va être de penser long terme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, investir dans des ETF pour le long terme, c'est souvent plus avantageux que d'essayer de chronométrer le marché. Essayez d'adopter une stratégie de buy and hold pour profiter des avantages de la capitalisation. Une fois que vous aurez un petit peu plus d'expérience, une fois que vous aurez un petit peu plus compris comment fonctionnent les marchés, là vous pourrez vous lancer sur des ETF un petit peu plus complexes avec des frais un petit peu plus élevés. Si par exemple vous prenez un ETF avec un effet de levier, peut-être que vous aurez un petit peu plus d'expérience avec des indicateurs techniques. Vous pouvez vous dire, voilà, là il y a peut-être un coup à faire, je vais peut-être essayer de prendre un effet de levier x2, x3 et puis tenter mon coup avec un stop qui est raisonnable, voilà, en fonction de votre money management, d'accord? Et pour terminer mes conseils, la simplicité avant tout. Il y a beaucoup d'ETF sur les marchés. Commencez par des ETF qui soient simples avant d'explorer des options plus complexes. Comme je l'ai dit juste avant, les ETF inversés à effet de levier sont plus risqués. L'objectif initial n'est pas de mettre vos émotions à l'épreuve. Et je pense qu'on est d'accord pour ceux qui débutent ou qui ont débuté depuis très peu de temps, on ne peut pas toujours gagner. Et quand ça va dans l'autre sens, c'est clair que ça met un petit peu nos émotions à l'épreuve. Ok? Et comme à mon habitude, je vais terminer avec la conclusion. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ou partager vos expériences avec les ETF dans les commentaires de cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce que je trouve que c'est un véhicule d'investissement qu'il faut connaître, qui est vraiment incroyable et qui peut vraiment nous donner un coup de boost dans notre expérience, dans notre carrière en tant qu'investisseur ou en tout cas de personnes qui s'intéressent au domaine boursier. D'accord? En tout cas, moi, si j'ai pu vous faire découvrir ou vous faire éclaircir certaines choses sur les ETF, ou ne serait-ce qu'une personne, je suis vraiment content. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Les liens de mes réseaux sont dans la description de cette vidéo. Je vous mets, comme je vous ai dit tout à l'heure, un lien où vous pouvez télécharger le PDF de chez State Street. Vous pouvez voir tous les ETF qu'ils ont, qu'ils ont chez eux. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!